rendez-vous avec votre magazine Flash Politico. Flash Politico, un magazine avec des nouvelles tendances qui vous feront balader à travers le monde avec diverses matières politiques. Ce magazine... Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux connectés sur www.flash.com avec votre émission Flash Politico, une émission à caractère purement politique qui vous parle des sujets d'actualité et vous propose des invités de marque et de qualité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un coordonnateur Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité de marque. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise qui s'appelle M. Jonas Tchombela, à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour M. Jonas. Bonjour. Comment vous allez? Non, pas plus que moi. M. Jonas, quelle est l'importance de la société civile? La société civile, voilà, il faut d'abord se partir de la définition de la société civile. Elle est un ensemble, tout sauf la société politique et la société militaire. Quand je parle de la société militaire, je vois la police, je vois les services de sécurité, tout ce qui a des liens trop directs avec la politique sont loin de la société civile. Donc la société civile, tout le reste, les églises, les maraîchers, les journalistes que vous êtes, et les producteurs, les caméramens, tout ce monde qui nous regarde, qui n'a pas de lien trop direct avec la politique et la société militaire, ça fait partie de la société civile. Les églises, tout ce monde-là font partie de la société civile. Voilà. Alors, quelle est l'importance de cette frange de la population dans la société civile? Elle remonte auprès des décideurs l'ensemble d'informations pour que les besoins soient pris en charge. C'est le cas de plaidoyer qu'il faut mener sur un secteur, par exemple, dans le cas de la République démocratique du Congo. Il y a la Constitution qui dit que l'enseignement fondamental dans les institutions publiques est gratuit, mais curieusement, cet enseignement n'est pas gratuit, la Constitution est violée. Donc la société civile a mission de susciter l'application de ces dispositions de la Constitution. Lorsqu'il n'y a pas l'eau qui est potable pour la population, elle a mission de faire un plaidoyer pour que les décideurs tiennent compte de leurs préoccupations. Mais elle a aussi mission de créer une opinion autour du système de gestion de la République. Elle veille sur ce qui dirige et comment il dirige pour qu'ils le rendent compte. Dans le cas de la RDC, la société civile a encore du travail à faire parce que ceux qui dirigent ne rendent pas nécessairement compte. Aujourd'hui, on est élu député, on est avec la population. Une fois on est député, on devient membre de son parti, on oublie la population. Or, la société civile a mission de demander à la personne de compte. C'est ça le travail globalement ou sommairement de la société civile. Donc, elle n'a pas mission de postuler pour la législature. Ça fait partie des libertés individuelles cette fois-là. La société civile n'a pas un agenda d'accéder ou de conserver le pouvoir. Les libertés individuelles exigent à ce que chacun s'engage civiquement ou politiquement. Donc, Jonas, comme individu, peut s'engager pour être député, mais ça ne veut pas dire que je viens au nom de la société civile. La loi congolaise ne prévoit pas une disposition que quelqu'un peut venir dans ces conditions-là pour présenter même sa liste. C'est un candidat indépendant. En ce moment-là, en tant qu'individu, on a des libertés qu'on peut jouir et que quelqu'un peut aller. Ça ne veut pas dire que cet homme qui était de la société civile qui devient député, il a dénaturé la question, mais il a pris une autre option. Il faut respecter cette option. Ça fait partie des libertés des gens. Donc, on n'a pas un agenda. Faire conserver quelqu'un le pouvoir ou de conquérir nous-mêmes le pouvoir. Nous avons un agenda de plaidoyer pour le bien-être de la population auprès du décideur. En même temps, nous avons un agenda de contrôler les décideurs, comment ils gèrent la chose publique. Ok, merci M. Tchombela. Et vous êtes membre de la société civile, comme je viens de le dire. C'est de la gauche ou de la droite? Ah, ça c'est vous qui le dites. Moi je suis de la société civile proche de la population congolaise. Mais il y a deux sociétés civiles, M. Tchombela, parce qu'il y a celle de la majorité et de l'opposition. Au moment où on avait brûlé les sièges des opposants, vous étiez aussi victime. Oui, mais écoute, cette vision des choses, elle n'est que dans les têtes de ceux qui le disent, de ceux qui pensent. Je ne crois pas que moi, avec la branche de la société civile que je dirige, je sois proche d'une tendance politique. Je suis proche d'une réalité, du besoin, des aspirations de notre communauté. Ça ne fait pas de moi être membre d'une tendance politique.
c'est la confusion dans les têtes des hommes politiques qui veulent semer le désordre dans ceux qui font même un travail citoyen qui n'a rien à faire. Quand je demande qu'on a besoin de l'eau potable, quand je demande qu'on a besoin d'électricité, quand je demande l'enfant doit accéder aux cours et que l'opposant reprenne le même discours, ça ne fait pas de moi son allié. Mais c'est le problème que j'ai vu qu'il reprend. Donc c'est un problème de coïncidence, mais ça ne fait pas de nous normal. Comme aujourd'hui, ceux qui dirigent le pouvoir, ils peuvent poser un acte dans le sens de faire accéder les citoyens à leurs besoins sociaux de base, et que si c'est un geste, nous pouvons l'encourager. Ça ne fait pas de moi un membre de cette tendance. Donc cette confusion-là, elle est dans la tête des gens. Nous restons, la société civile, proche des aspirations. C'est comme ça d'ailleurs qu'on nous appelle, nous, la société civile de proximité. Hein, les oubliés, les sans-voix, cette grande masse qui souffre, c'est celle d'eux que nous parlons. C'est au nom de cela que nous tentons de parler. Et nous estimons de remonter ce qu'ils ont comme problème, qu'ils n'arrivent pas à même exprimer, et nous l'exprimons. Et nous prenons ces risques-là parce que nous estimons que dans la société, il y a des hommes et des femmes qui peuvent travailler pour les autres. Et pourquoi êtes-vous retiré du dialogue avant la fin? Je me suis d'abord, il fallait me poser la question, pourquoi je suis allé d'abord au dialogue. Il fallait poser cette question. Voilà. Pourquoi je suis allé au dialogue? Je suis allé au dialogue parce que le cas de figure qui se présente à nous actuellement, il y a d'abord le problème de la Constitution qui ne prévoit rien si les élections ne sont pas organisées. Elle ne dit rien là-dessus. Et dans de tels cas, il n'y a que des compromis politiques qu'il faut avoir. Alors un compromis politique ne peut pas se faire quand on est chez soi. Il faut aller discuter là où il va. C'est ce qui a fait que, mis par la volonté d'avoir la politique, pour éviter le pays de chaos, je me dis, je peux aussi modestement contribuer à ce travail. Voilà ce qui nous amène au dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène de quitter le dialogue? Nous quittons le dialogue parce que nous estimons un compromis de ce type que je viens d'évoquer là ne peut pas être un compromis exclusif. Il doit être un compromis inclusif, c'est-à-dire où on a impliqué toutes les tendances de la vie sociopolitique de notre pays. Or, que ce soit au groupe de travail où j'étais membre, nous avons évoqué cette question avec les amis, les classes de la CENCO. Ici, je prends M. l'abbé Donancé Cholet qui tout le temps on revenait sur cette question pour dire que nous ne pouvons pas aller à ce dialogue si nous ne tenons pas compte des absents. Au groupe de travail, au comité préparatoire, y compris au dialogue. Mais nous avons soulevé cette question sans être entendus. Parce que nous estimons les revendications de ceux qui sont en dehors sont les mêmes revendications que nous pouvons aussi amplifier de l'intérieur. Nous avons porté cette voie-là pour dire si ça pouvait trouver solution, ils pouvaient quand même adhérer parce que ce qui réclame est arrivé. Alors nous testions une fois des interlocuteurs en face de nous, sans savoir que nous avions affaire à des politiques qui ne pouvaient pas nous écouter, mais qui faisaient semblant pour jouer avec notre présence. Ce que nous avons fait, c'est quoi? Ok, nous ne sommes pas les partis politiques pour avoir des positions extrêmes. Nous participons à ce dialogue. Mais curieusement, la recherche de l'inclusivité a fait cruellement défaut. Les événements de 19 et 20 septembre dernier, c'était la face visible du malaise que nous on avait. Parce que nous redoutions déjà de cela. Nous disions, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra faire l'effort pour qu'on rapproche le frère. Et les démarches ont été tentées par le président Vital Kamerhe. Malheureusement, c'est un politicien, il ne sait pas comment ça va aboutir, on n'avait jamais eu la suite. Nous ne pouvions pas continuer parce que nous pensions déjà, ce qui est en train de se discuter aujourd'hui, que l'essor de l'accord ou des résolutions que nous allons prendre là-bas, il risque d'avoir des problèmes sur le plan d'application, ce qui est le cas aujourd'hui. Pour cette raison, faut-il aller vers l'affrontement ou bien prévenir l'affrontement? C'est pourquoi je vous dis, nous suspendons notre participation jusqu'à ce qu'on recherche cette possibilité de nous éviter les chaos, de nous éviter les violences, pour impliquer tous, pour que l'accord soit quand même un accord. Parce que cet accord-là, il faut le voir, il ne sera appliqué à la seule volonté des signataires. Si les gens qui ont violé la condition pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 15 ans, qui est une loi, il n'y a pas de problème, vous estimez que cet accord sera appliqué. Déjà, il a pris coup. On n'a pas eu le budget de la CENI. Un jour après. Le comité de suivi n'est pas mis en place. Aujourd'hui, le gouvernement tarde à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce malaise qui persiste. Il
Il faut travailler sur ce malaise-là, l'absence de l'inclusivité. Et nous, on essaie de ce qu'ils pensons. Qu'il faut, on nous a dit, il y avait des préalables au niveau des rassemblements qui ne voulaient pas participer. Il y avait quelques préalables. Pourquoi ne pas résoudre ces préalables-là? Le problème des prisonniers politiques. Et c'est un problème qu'il faut encore qu'on craigne, le ciel tombe sur nous. Les problèmes des tracasseries judiciaires. Il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus aujourd'hui des réfugiés politiques à cause seulement des tracasseries judiciaires. Je pense que c'est à Moïse Katumbi. Il ne peut pas mettre ses pieds dans ses pieds, on met la main sur lui. Comment alors peut-on faire une politique avant les élections de cette manière? D'où notre souci qu'il faut qu'on suspende et qu'on résolve cette question et tout peut repartir. Mais M. Tchombela, moi je trouve que éviter le chaos en dehors de l'affaire, ça n'a pas d'importance. Moi je trouve que c'est la politique de la chaise vide, c'est pour les faibles. Vous étiez déjà dedans, vous êtes sortis, soit disant que vous ne pouvez pas... Mais toi, ceux qui ont fait la chaise remplie, le résultat est quoi? Vous voyez, le problème, nous avons à faire le dialogue, ce qu'il faut comprendre, même l'accord qui a été actuellement n'a pas résolu le problème des élections. Nous n'avons pas une crise de gouvernement. Le dialogue s'est brutalement transformé en un lieu où les gens doivent aller conquérir le pouvoir. Ce détournement-là nous fait encore mal. Parce que nous avions une crise, c'était la crise d'organisation des élections qui n'ont pas été faites. C'est cette crise qu'on allait résoudre. Brutalement, on se retrouve sur une piste du gouvernement d'union. Et les gens ont perdu la tête pour se plancher sur le gouvernement. Vous n'avez qu'à voir comment les gens se reculent. Même dans la société civile. Je dois vous avouer, quand j'étais encore à ce dialogue-là, j'étais le rapporteur. Donc j'occupais un poste important du dialogue. Je pouvais aussi jouir comme tout le monde. Mais vous avez choisi d'abandonner. Vous comprenez? Parce que moi, je suis l'idéal. Je ne suis pas l'argent. Je regarde les gens qui souffrent. Je me dis, je ne peux pas accepter que moi, à l'intérieur, on discute dialogue et que dehors, on est en train de tuer les Congolais. Ce n'est pas normal. À partir du Congolais, ce n'est pas normal. Nous devons travailler pour que finalement, on puisse trouver un compromis. Et ce dialogue a débouché sur quoi? Sur la solution à la survie politique de la classe politique. C'était la solution que le dialogue a trouvée, au lieu de trouver la solution au problème des élections. Matata aussi pouvait organiser des élections s'il y avait la volonté politique. Et là aussi, même l'actuel gouvernement, il peut, comment on va mettre en place l'actuel gouvernement, lui aussi, s'il n'y a pas la volonté politique, n'aura pas organisé des élections. Et aller très loin, avec 9 milliards, l'année passée, du budget, on n'a pas eu les élections. Cette année, on nous propose 4,5 milliards. Vous estimez qu'on a des élections? Faible volonté politique, on arrivera à avoir des élections. Je rappelle que nous sommes là avec M. Jonas Tchombela, membre de la société civile et président de la nouvelle société civile congolaise, avec qui nous allons maintenant commencer à décortiquer le discours prononcé par le chef de l'État. Et je vais directement vous poser la question proprement dite sur le discours du chef de l'État. Le président Kabila a remercié Matata Mponyo. Comme vous venez de soulever un point très important sur le budget. M. Kabila a remercié le Premier ministre Matata Mponyo. Pourtant, le Premier ministre a promis l'augmentation du budget à 48 milliards de dollars. Mais au lieu de 5 milliards que son prédécesseur, M. Mozitu, avait laissé, c'est ça. Et pourtant, il laisse le même budget que son prédécesseur avait laissé. Il l'a trouvé, il a promis plus, mais chose non réalisée. Je me demande, pendant que lui était au pouvoir, pourquoi il ne l'a pas augmenté? Ah mais ça, il fallait lui poser même la question. Il ne faut pas me poser, moi je n'étais pas au pouvoir, je ne gérais pas. Il fallait lui poser la question. Mais vous avez dit que le budget de l'État, il était allé loin. Il disait quand il arrivait à pouvoir, la progression ira de 5, 9 jusqu'à 20, jusqu'à 45. Cette progression-là,
Pourquoi brutalement il s'est arrêté? On n'a aucune explication. On nous a dit que le cadre macroéconomique s'était amélioré. Et pourquoi il s'est détérioré? C'est une question que nous on se pose. On a dit le cadre macroéconomique. Les taux d'inflation, parce que ça fait partie des éléments du cadre macroéconomique. Les taux d'inflation, vous voyez, c'est que là où nous sommes arrivés avec les francs congolais qui s'échangent sur le marché avec ce taux-là que vous connaissez, c'est très difficile. Les routes qui ont été faites par lui-même, le Premier ministre Matata, dès qu'il est arrivé au pouvoir, les routes sont en train de partir avec lui, aller sur l'avenue Sunday ici à Kinshasa. Vous vous rendez compte, c'est une route que lui a rénovée et cette route-là est en train d'être détruite avec son départ. Donc il est en train de partir avec lui. Donc il y a beaucoup de choses. Les écoles, il était prévu qu'en 2015, on ait 9500 écoles. Mais nous n'étions pas arrivés à 1000 écoles. Il y a de quoi nous poser la question et qui on se moque. Et je vous pose la question, à quoi bon remercier le Premier ministre et son gouvernement pendant qu'il a laissé le chaos social avec le statu quo du budget et la hausse du taux d'échange? C'est tout ce que le Congolais moyen peut se poser comme question. Je vous parlais tout à l'heure du rôle de la société civile. Demandez aux dirigeants de nous rendre compte. C'est l'argent du contribuable congolais. Ils sont payés sur l'argent du contribuable congolais. Vous n'avez qu'à voir ceux qui sont passés par le circuit réel de la gouvernance du pays sont devenus de plus en plus riches au détriment de la population qui sait sa situation s'est dangereusement détériorée. Allons-nous continuer? Voilà, ça fait partie des choses qui nous révoltent nous autres. Ça ne sert à rien d'avoir de l'opulence alors qu'à côté de soi, il y a quelqu'un qui manque de l'eau potable. C'est injuste et pour nous, c'est un devoir moral de combattre tout individu ou tout système qui maintient les gens dans ces conditions-là. Nous estimons qu'il faut améliorer la situation des gens. Et dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut se dire que le pays peut avancer? On recule. Là, c'est sur le plan budgétaire, sur le plan de l'économie, sur le plan social. Vous n'avez qu'à voir. Si quelqu'un, aujourd'hui, on lui payait, hier, 100 $, c'était l'équivalent de 190 000 francs. Mais aujourd'hui, 100 $, c'est l'équivalent d'autant. Et avec cette faible revenu-là, est-ce que cet homme peut aller sur le marché et ressourcer sa famille? Il y a le budget des ménages. Actuellement, à l'époque, on parlait même du panier de ménage. Aujourd'hui, on parle des sachets de ménage. Est-ce que ce sachet de ménage est encore plein comme il était il y a encore beaucoup de temps? Vous voyez, il y a de quoi nous poser la question si l'homme politique réellement congolais a la vision des choses. Quand l'histoire s'est commencée, on disait qu'il chassait à l'horizon 2020, qu'il chassait à l'horizon 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que d'un Congo émergent? Demain, est-ce que demain on peut parler d'un Congo émergent? Et pourquoi ils ont abandonné le discours du Congo émergent? Il y a beaucoup de questions qu'on suscite, sont des mots creux qui n'ont pas un contenu réel qui peut accompagner la population congolaise. Et pour nous, nous estimons que le social est vraiment chaotique et c'est un échec patent. Si nous étions dans un pays régulièrement organisé sur le plan de l'état de droit, je crois que le Parlement saurait déjà se saisir de cette question il y a longtemps. Et le chef de l'État, dans son discours, il a parlé d'un progrès considérable depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Mais sur quel plan? Il faut dire, progrès c'est un mot, mais sur quel plan? Il faut aller avec précision, comme ça. Sur le plan économique, infrastructure. Tu as vu combien l'infrastructure? Éducation. 9500 écoles prévues pour 2015, on a 1000 écoles. L'état de route, je viens de vous le dire. On nous a fait vanter que Bukangalonze pouvait nourrir toute la République. Bukangalonze ne nourrit même pas Kingasai. C'est ce qu'on nous a dit. Bukangalonze, on a chanté, et maintenant c'est fini. Bukangalonze ne peut pas nourrir Kingasai. Alors, le progrès est sur quel plan? Sur le plan démocratique lui-même, nous ne pouvons pas organiser l'élection prévue par la Constitution. Alors je me demande, nous avons progressé de quelle manière? Nous avons tenté d'avoir une bonne volonté, mais on ne s'est pas fait une idée de comment suivre pour que cette bonne volonté arrive. Ça, j'accepte. Il y a des petites choses qui ont été réalisées, c'est des tremplins. Parce qu'on voit les routes qui ont été faites, on voit comment les choses, les grandes maisons qui poussent dans cette ville, c'est des individus. C'est des maisons des individus qui s'intéressent. Comment ils ont eu l'argent en cette période de la crise financière? Qui s'intéressent à tout cela? Il y a un problème dans la société. Les citoyens ordinaires, leur niveau de vie reste le même. Et l'espérance de vie est inquiétante pour nous. Et l'article 70 de la Constitution dit au président élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois
Et à la fin de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation plutôt effective du nouveau président élu. Et dans son discours, le chef de l'État dit qu'il respectera la Constitution. Alors que le fameux dialogue de la Cité de l'Union africaine a changé des donnes en bafouant ce respect de cette dite Constitution. Que pouvez-vous dire? Ah mais qu'est-ce que je peux dire là? Qu'est-ce que je veux dire moi? Vous constatez avec moi ce qui arrive. Le cas dont on parle, le chef reste en place, c'est le cas qui arrive aux États-Unis. Nous venons d'avoir un nouveau président, il s'appelle Trump. L'ancien président, il s'appelle M. Obama. Le président est élu déjà. Maintenant, il y a un dispositif qui se met en place d'ici l'élection du nouveau président jusqu'au 20 janvier. Une ancienne administration est en train de faire valise et une nouvelle administration est en train de se présenter. Et le 20 janvier, M. Trump prend le pouvoir. L'ancien chef d'État reste en place. Voilà les cas de figure qui représentent ce que vous dites. Mais les cas de notre pays, on n'a pas des élections. Alors, vous n'avez pas des élections, mais vous avez un accord. Mais lequel accord est contesté? Parce que l'accord n'est pas une loi. C'est un accord qu'on peut jeter. Ce n'est pas une loi pour que ça engage tout le monde. Il n'y a personne qui peut être lié à cet accord-là s'il ne l'a pas signé. Et là aussi, pour l'appliquer, il faut qu'il y ait de la bonne volonté pour l'appliquer. On ne peut pas l'arrêter même pour ça. Donc ce n'est pas même pas une loi. C'est quelque chose qu'on peut remettre en question à tout moment. Donc l'accord, s'il y a des dispositions qu'on peut prendre, c'était des lois. L'accord là, c'est une simple volonté d'une classe politique. Et une certaine classe politique, plus une autre tendance de la classe politique, ils sont mis d'accord. Ils sont mis d'accord. Même la société civile qui a été là-bas, il a fait le figurant. C'était l'accord entre la partie pour majorité et la composante opposition qui est allée là-bas. Et là, ils ont résolu leur problème de leur survie politique. Ils n'ont pas résolu le problème des élections. Et là, on appellera cette société civile et cette opposition corrompue ou comment? Je n'ai pas besoin de dire corrompue, mais ils savent ce qu'ils ont fait pour le compte de la nation. La population pour laquelle ils travaillent, ils doivent nous apprécier tous. Moi, je n'ai pas vu là où on les a corrompus pour dire qu'ils sont corrompus. Je pense qu'ils ont été un peu loin des attentes de la population. C'est tout ce que je sais. Et comment devait être leur attitude là-bas dans le dialogue? Mais c'est de regarder ce que la population demande. Elle demande quoi? Elle va avoir des élections le plus rapidement possible. Elle n'avait pas demandé le gouvernement, elle demandait les élections. Mais là, c'est le problème du gouvernement. Détournement de l'objectif du dialogue. Monsieur Djombe, là, pour finir, puisque nous sommes déjà presque à la fin, en écoutant le discours de monsieur Kabila, les gens chantent. Là, je me rappelle à l'époque du feu maréchal Mobutu. Quand il faisait ses discours, les gens chantaient bien qu'ils étaient affamés, le ventre affamé, mais ils faisaient semblant comme si rien n'était, comme si de rien n'était. Et je me demande, c'était un concert ou un discours de l'état de la nation? Ah mais, allez demander à ceux qui chantaient, allez demander à ceux qui étaient congrès, allez demander à tout cela. C'est leur liberté. Moi, je suis démocrate, je respecte les points de vue des uns et des autres. Les gens peuvent chanter, les gens peuvent crier, c'est leur point de vue. J'ose croire aussi qu'ils vont respecter sur nos points de vue. Moi, en ce moment, je n'ai même pas envie de sourire parce que je vois beaucoup de milliers de gens qui souffrent. Il y a une dernière pluie à Kinshasa. Vous savez combien de maisons sont tombées? Et moi, j'ai le droit de rire pour ça. J'ai le droit de chanter pour ça. Je ne peux pas. Donc, je respecte leur point de vue et ils doivent aussi accepter notre point de vue de tristesse. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais pour finir, un dernier mot sur ce que je n'ai pas demandé et que vous aviez envie de dire à la population. Moi, j'ai dit à la population congolaise, surtout à nos compatriotes qui nous suivent de l'extérieur, ne nous perdons pas de cible. Le cible, c'est l'état des droits que nous n'avons pas jusqu'ici. Donc, y compris moi-même, et la classe politique, et bien les autres, la population doit rester très regardante sur nous, en nous surveillant actes et gestes, pour tous ceux qui travaillent pour son intérêt, et doit avoir un comportement conséquent. Merci, M. Tchombela. C'est moi qui vous remercie. Ravi de répondre à notre invitation et j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ose croire. Merci. Chers internautes, comme vous l'avez constaté, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Mais nous ne pouvons pas finir sans pour autant dire merci à toute l'équipe technique. Là, je vois M. Chiso Tamoué, je vois Denis Gwene et Olivier Kalimachi. Également la coordination à la tête de M. Jean-Claude Kandé et Noël Tongo.
Je vois également ma famille, la famille Zikondolo, que je salue en passant. Et je salue également M. Claude Mbondo depuis la Suisse. Merci à vous, chers internautes. Mais une dernière réflexion avant de finir, je me dis, où va ce pays et où en sommes-nous? Tokomiwapi, comme le dit mon confrère Eliezer Tamboué de Tokomiwapi, l'intitulé de son émission. Nous sommes dans le présent, mais nous vivons toujours comme dans le passé. À suivre.